Bonjour Thomas, et Ça va? merci de nous rejoindre. Voilà, je crois que tu es bien en place. Tout va bien. Voilà, Tu m'entends bien? Ça je capte t'entends bien? très bien. Super. Bon, c'est très beau là chez toi, il y a une verdure. Bonjour, en tout cas, bienvenue à Penser le présent, le rendez-vous de la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Et merci à tous ceux qui ont permis cette rencontre sur Instagram direct. Et merci aussi à tous ceux qui nous rejoignent et à tous ceux qui nous font coucou. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Thomas Lévillane, qui est diplômé des Beaux-Arts de Paris et qui est récemment ancien ou reste tout récemment pensionnaire de la Villa Médicis, puisque c'était en 2018-2019. Ancien déjà, ouais. Voilà. En plus d'être peintre, Thomas Lévillane a de multiples activités. Il est acteur. Il a tenu le premier rôle du moyen métrage de Justine Triette, Vilaine fille, mauvais garçon, en 2012. Il a collaboré au scénario de Victoria, qui est sorti sur les écrans en 2016, de la même cinéaste. Il a réalisé aussi son premier court métrage, intitulé Le collectionneur, en 2017. Il collabore avec le musicien Alex Baupin et l'écrivain Aurélien Bélanger. Enfin, il exerce une fonction de critique puisqu'il rédige les pages Beaux-Arts du magazine de mode Citizen K depuis 4 ans. Bonjour Enfin, Thomas, donc bonjour. bonjour Thomas Lévillade. Tu es un peintre qui clame très haut et très fort ton amour de la peinture. Tu as suivi pendant 5 ans le critique d'art Hector Holbach en filmant tous les musées d'Europe pour la télévision. Comment as-tu vécu ce périple et qu'as-tu retenu de ces rencontres avec les œuvres des artistes historiques? Bon, d'abord, je me sens pas critique d'art, hein. J'écris sur la peinture dans un magazine de mode, donc c'est plus pour le plaisir. J'ai l'impression d'être un artiste qui écrit, quoi. Voilà. J'aime bien écrire sur les autres un petit peu, et ça me permet de m'intéresser à autre chose que soi-même. C'est une manière d'ouvrir un peu le champ aussi. Sur ce que m'a apporté Hector, en fait, moi, j'ai commencé, je suis arrivé aux Beaux-Arts en 98 à l'école des Beaux-Arts de Paris. Et en 2000, il a fait une exposition qui s'appelle Ce sont les pommes qui ont changé, qui était une exposition, à mon avis, un peu bancale, mais qui avait comme mérite d'exposer, de montrer au sein de l'école de la peinture figurative. Et les retours sur cette exposition de l'école ont été extrêmement violents. Je me souviens qu'on critiquait tous les peintres, même Gilles Ayot, qui était à ce moment-là encore vivant. C'était une des dernières expositions de Gilles Ayot. Et moi, j'avais 20 ans et je voulais faire de la peinture et j'étais dans une espèce de malaise, dans une ambiance de l'école qui était qui était quand même assez anti-peinture, voire extrêmement. Et d'un coup, Hector, c'était quelqu'un qui a pu me libérer d'une certaine manière parce que d'une part, je suis sorti de l'école, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait de l'ailleurs et que c'était pas, que tout se passait pas dans l'école. Et que d'autre part, en voyant toutes les peintures anciennes et toute la peinture classique, bah, ça m'a peu à peu appris à m'émanciper de toutes ces histoires de doxa, de manières de penser qui étaient déjà toutes faites et tout ça. Et plus à penser au fait que bah, voilà, être artiste, c'est être tout seul, c'est un peu persévérer dans son être et il faut faire les choses comme ça comme on veut quoi en fait. Voilà, il y a pas de règle. Et ça, c'était une libération assez grande, d'autant plus qu'il y avait aussi, moi je baignais dans une espèce d'ironie un peu permanente autour de la peinture, à faire des blagues en peinture, je faisais des tableaux de gens qui étaient entartés, j'essayais de trouver des moyens d'être intelligent en peinture, enfin j'étais vraiment dans un espèce de malaise. Et puis un jour, j'ai découvert un peintre qui s'appelle Lucien Freud, qui avait grâce à Hector, qui avait une expo à la Tate Moderne en 2002. Et je suis sorti de là complètement déprimé en me disant, bon bah voilà, en fait, c'est possible d'être un grand peintre aujourd'hui, c'est possible de faire de la peinture contemporaine intense et forte aujourd'hui, donc je suis complètement coincé, j'ai pas le droit de dire que c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc c'était une forme de libération progressive par l'histoire. Je pense aussi à des stratégies d'artistes que j'ai découvertes en les étudiant les uns après les autres. Et évidemment, après, il y a aussi une espèce de plaisir permanent de la grande peinture que j'essaie de retrouver très modestement, mais que c'est vraiment un niveau d'intensité qui m'intéresse toujours, quoi. Voilà. Parce que qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant ces quelques années où tu étais avec Hector Holbach? Tu l'assistais techniquement? Alors c'est très C'était simple, quoi c'est ton rôle? en fait lui il commençait la télévision
Il commençait tout juste la télévision. Moi, je maîtrise un petit peu les trucs de montage et de vidéo et tout ça. Et j'étais un peu l'assistant à tout faire. C'est-à-dire que je portais absolument tous les matériaux et on allait une fois par semaine à peu près dans un musée d'Europe. Généralement, le musée était fermé, donc c'était des conditions géniales. Et on filmait tout le musée. Donc, on passait, je sais pas, 10 minutes par tableau. Et donc, on passait 10 minutes à filmer le tableau, donc à regarder le tableau en morceaux, en détail. Et moi, je l'assistais vraiment comme un truc technique, quoi. Mais par contre, c'était évidemment beaucoup de temps à baigner dans ces musées-là. Et ensuite, il y avait le montage ou les dérochages. Et donc là, je passais encore une fois par l'écran énormément de temps à regarder des morceaux de peinture, des détails de peinture et à essayer de découper les plans comme ça. Et donc d'un coup, j'étais vraiment imbibé. Une fois par semaine, j'étais imbibé dans un artiste, quoi. Donc ça pouvait être Rembrandt, Velázquez, voilà, c'était assez cool. Hector, c'est quelqu'un qui a un gros caractère, mais nous deux, ça marchait pas mal, ça a marché pas mal, quoi. Après, quand je suis parti, parce que je suis parti de moi-même, il m'a remplacé par 7 assistants, donc j'étais assez flatté. Voilà. Bon, donc, tu as une culture picturale très large, hein, on vient de le voir, de parce que cet apprentissage d'abord aux Beaux-Arts, puis parce que tu es très curieux, avec aussi cet accompagnement d'Hector. Et tu as organisé de nombreuses rencontres avec de nombreux peintres contemporains, comme au Collège de France, hein, en 2014, où tu as co-organisé le colloque La Fabrique de la peinture, ou encore lors de ton séjour à la Villa Médicis, où tu as à nouveau organisé un colloque autour des pratiques picturales. Mais je voudrais revenir, parce qu'il y a quelque chose qui m'a intrigué au Collège de France, c'est que c'est un lieu célèbre pour des approches théoriques, et toi, tu n'avais invité que des praticiens, et tu n'avais donné la parole qu'à des praticiens. Il y avait 16 invités, hein, par des peintres, dont on pouvait citer, enfin, il y avait des étrangers, il y avait des Français, il y avait Jeff Koons, il y avait Chéri Samba, il y avait Anne Lecanf, il y avait Damien Cadio, etc. Et ils avaient tous témoigné de leur pratique. Et était-ce une manière, en imposant la pratique, de signifier que faire, c'est penser, et d'aller à l'encontre de cette affirmation de Marcel Duchamp qui dit toujours bête comme un peintre? Ok, donc c'est long. Euh, D'abord sur le fait de faire des choses autour autour des artistes, des autres artistes que moi-même. Ça justement, je pense que c'est une chose que j'ai vite compris en regardant l'histoire de l'art et tout ça, c'est que je pense qu'on a besoin d'émulation, qu'on a besoin d'un monde beaucoup plus large. Là, je trouve qu'on est encore en France dans un endroit très étroit par rapport à l'énergie des artistes. Je trouve que c'est incroyable à quel point on a des tonnes de super artistes qui sont super généreux et qui donnent beaucoup d'énergie, et à quel point il n'y a pas de relais en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de ça se répand pas sur la société, et je trouve ça vraiment dommage. Et donc oui, j'ai essayé, alors j'ai eu ces 2 réussites-là, j'ai eu plein d'autres échecs, j'ai essayé de reprendre le Salon de Mai, ça n'a pas marché avec Eric Korn, j'ai eu aussi plein de looses dans ces histoires-là. Mais je pense que c'est important de se dire que oui, on y arrivera à plusieurs, quoi. Notamment aujourd'hui, quand je vois par exemple le discours de Macron sur la culture, où bon, clairement, ce qui était intéressant, c'est que d'un coup, il y a une forme de mépris de mépris ou de nonchalance qui était incarnée. Et d'un coup, c'est quand même intéressant de voir que, sans faire d'opposition entre les milieux, mais les intermittents qui sont très bien organisés, ils ont une année blanche jusqu'en août 2021 payés, et ils sont plus ou moins protégés. Ils sont 270 000. Et les artistes auteurs, a priori, on n'a vraiment pas grand-chose comme protection, sachant qu'on est on est encore plus précaire qu'eux, quoi. Donc, je vais pas opposer. Je dis juste que c'est un peu de notre faute aussi. C'est que, enfin, je le pense depuis très longtemps, c'est qu'on est si peu organisé et c'est tellement individualiste et tellement voilà, que c'est vraiment un défaut des artistes. Alors là, je pense par exemple, je pense à la tribune de Stéphane Coréard que j'ai trouvé super dans Libération sur ce qui pourrait être une exception française de la culture, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Et donc oui, j'ai toujours voulu faire des choses autour de ça, notamment sur la peinture. Alors je suis désolé, moi j'ai mon petit truc peinture. Et le Collège de France, c'était une chance en fait. C'était Claudine Tiercelin qui est donc professeure au Collège de France de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance,
Et elle nous a rencontrés, moi et Marc Molk, qui est un autre peintre avec qui on a organisé ce colloque. Elle nous a rencontrés par Facebook. Et, Mhm. et on s'est retrouvés à organiser ça avec elle, vraiment grâce à elle. Parce que elle, ce qui l'intéressait en travaillant sur la philosophie de la connaissance, c'était justement le savoir-faire manuel. Qu'est-ce que c'est comme connaissance que savoir-faire, quoi. Voilà. Mhm. Donc savoir faire du vélo, savoir faire plutôt que savoir quelque chose. Enfin savoir un concept, quoi. Et après, c'était devenu très intéressant. Enfin moi, j'y croyais très fort. On a beaucoup réfléchi à ça. Et j'y croyais très fort au fait de faire parler les artistes directement à un public. Donc là, c'était une salle de 400 personnes. Mhm. Et de les laisser s'exprimer, même avec leurs faiblesses, même avec leurs fragilités, même avec leurs défauts, parce que finalement c'était assez émouvant, parce que chaque témoignage était très incarné et ressemblait pas trop, assez bien à la peinture de l'artiste même, donc c'était assez rigolo à voir. Tout est en vidéo hein, sur le site du Collège de France. Et oui, c'était une manière aussi de dire que ça soit Jeff Koons ou Evan Nielsen ou Amélie Bertrand, et ben on fait le même travail, quoi. C'est-à-dire, au résultat, c'est un tableau, quoi. Et donc, c'est la question aussi de niveler comme ça les artistes, pas par l'argent, mais par le savoir, c'est aussi intéressant, quoi. Voilà. Après, par exemple, on nous a beaucoup reproché le fait de ne pas passer par des médiateurs ou des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai eu des retours comme ça assez violent. Bon, encore une fois, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y en ait d'autres choses qui se produisent, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres événements autour de ça, qu'il y ait d'autres pensées, qu'on réfléchisse beaucoup plus. En général, je trouve qu'il n'y a pas, là, je dis avec tristesse, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font autour de la peinture, autour des artistes, et donc. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai mes petits moyens, mais après, c'est où j'ai eu de la chance, mais je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas plus d'initiatives. Il y en a un petit peu, mais voilà, on est encore une fois dans un monde très étroit, quoi. Et après, la Villa Médicis, c'était aussi que j'étais content que pour une fois l'institution française m'accueille. C'était la, c'était la première fois que j'avais un retour comme ça de quelque chose de positif, et donc j'avais envie d'incarner juste très simplement une vitalité que je trouve réjouissante, l'incarner physiquement en 2 heures en une vidéo, juste pour montrer que bah voilà, il y en a plein des artistes que c'est très très vivant, que c'est très chouette, et donc j'avais utilisé ce canal-là pour le faire, quoi. Voilà. Mais c'était vraiment l'occasion qui fait le larron. Après, on peut se dire, bah, pourquoi ça m'a presque mis un mois de travail à faire ces genres de choses comme ça. Bah, c'est encore une fois, je pense que c'est parce que en tant qu'artiste, moi, je j'ai pas l'impression que c'est intéressant de me développer tout seul sans qu'il y ait un milieu, que tout ça se développe. Je pense qu'on a tout intérêt à être extrêmement généreux, extrêmement disruptif et aller chercher un peu partout dans la société parce que c'est comme ça que ça sera plus vivant, plus intéressant aussi et qu'on fera des meilleurs tableaux. Je pense par exemple là je vais taper sur quelqu'un de bien comme ça. Je crains pas grand-chose, mais par exemple je pense que David Hockney, il aurait été peut-être un meilleur peintre s'il avait eu en face de lui des meilleurs peintres. Voilà. Je pense qu'il a un confort. Enfin, quand on voit sa matière ou ses textures de ses tableaux, je pense que s'il avait été face un peu de concurrence ou un peu de challenge, plutôt que des tableaux abstraits, je pense que ça aurait été un meilleur peintre, quoi. Voilà. Donc moi, je cherche comme ça une saine émulation, quoi. Et je suis toujours très content de voir des artistes. Alors, il y en a plein, hein, des artistes français. Enfin, je pense que la scène française, elle est vraiment beaucoup. Moi, j'ai beaucoup voyagé et franchement, à beaucoup d'aspects, elle est vraiment très très bonne, quoi. Voilà. Et comme ça, je continue, je finis mon truc sur Duchamp, parce que Oui, allons-y, parce que tu as c'est. déjà donné une réponse en quelque sorte, mais tu peux Ouais, ouais, mais je veux continuer, pas oui. lâcher mon Duchamp, parce que bon, ça c'est un argument à donner aussi pour les étudiants qu'on embêterait, quoi, avec Duchamp. Mhm. Euh, alors, il y a un paradoxe, c'est que Duchamp, il est très très aimé par des gens qui adorent la peinture. Ça, c'est un truc, et même des fiefs réactionnaires comme Jean Clair adorent Duchamp, quoi. Donc déjà, c'est une piste. L'autre piste, c'est que Duchamp, faut bien se dire qu'il est né 4 ans après la mort de Manet. Donc c'est vraiment un vieux monsieur. Il est né au Mhm. 19e siècle, quoi. Et c'est quelqu'un d'absolument passionnant. Et quand il parle de bête comme un peintre, en fait, il reprend un cliché. Alors ça, j'ai la référence parce que je suis allé chercher hier, parce que ça m'énervait. Il en parle dans sa conférence, dans une allocution qu'il a donnée à l'université d'Osfra de Long Island le 13 mai 1960, où il explique bien que bête comme un peintre, ça vient pas de lui, ça vient d'un proverbe français qui
qui remonte au moins à la vie de Bohème de Henri Murger, qui est un écrivain, c'est genre c'était la vie de Bohème, quoi. Donc, faut bien se dire que Duchamp, quand il dit bête comme un peintre, ou cette ambiance-là, bête comme un peintre, c'était les post-impressionnistes où tout le monde était un peu la bohème, où tout le monde peignait un peu n'importe comment dans tous les sens. Et évidemment que Duchamp, qui a un esprit spirituel et qui, par exemple, lorgnait plus vers le symbolisme que vers l'impressionnisme, et ben, pour lui, c'était pas assez le côté rétinien de la peinture, le côté, par exemple, il a beaucoup critiqué. Il a beaucoup critiqué tout ce qui est les déformations du fauvisme et tout ça, parce que évidemment que c'était quelque chose qui, pour lui, était trop formel et pas assez spirituel, quoi. Et donc je pense que sincèrement, on a des preuves du fait que Duchamp aimait la peinture beaucoup plus que ce qu'on dit. Si on veut d'autres arguments, on peut dire qu'il allait voir les expositions des peintres jusqu'à la fin de sa vie. Il allait voir plein d'expos, il connaissait plein de peintres et tout ça. Un autre argument, c'est que lui-même a fait de la peinture et comme par hasard, il les a pas jetés à la poubelle, mais il s'est arrangé pour que qu'elle soit toute réunie dans une collection qui était à Philadelphie. Enfin bref, c'était pas, je pense qu'il était plus intelligent que ça, quoi. Voilà. Et et que donc, Non, non, mais parce que, c'est un non, mais discours qu'on a beaucoup entendu à un moment dans bien les sûr, années bien sûr, 2000, parce que pour les étudiants, ils ne se rendent pas forcément compte, mais il bien était sûr. très très difficile de défendre la peinture il y a une vingtaine d'années. Voilà. Elle était souvent comparée à du macramé, à de la poterie, enfin tout ce que l'on voulait. Et aujourd'hui, le fer a été réhabilité, mais c'est le début des années 2000 ou la fin des années 90, c'était vraiment extrêmement difficile. Il était difficile Voilà. d'être peintre. Je Et crois un autre qu'aujourd'hui, argument, c'est un débat qu'on peut peut-être mettre de côté. voilà, et on peut le mettre de côté ou même vraiment le prendre de face, quoi. C'est un autre argument, c'est que le fer Duchamp, il a toujours été bricoleur. C'est-à-dire Mhm. que, étant donné ou des choses comme ça, c'est quand même des choses très sophistiquées. Il a toujours eu un goût de la matière. Why not sneeze? C'est quand même couper du marbre, couper des petits morceaux de marbre. Mhm. C'est de la fabrique, quoi. Et donc, il y a un vrai goût et un plaisir à la sensualité de la matière et un vrai jeu dans son peigne. C'est pas un ready-made, c'est vraiment travaillé, quoi. Et l'autre question, c'est que oui, on pourrait aussi citer, alors ça, j'ai pris ça parce que j'ai retrouvé ça, ça m'a fait rire, dans le livre qui est très beau, qui est un très beau type, je trouve qu'il est très beau, L'entretien avec Pierre Cabane, par exemple, on peut aussi citer une citation qu'il a un peu ironique sur la performance, comme le fait qu'on a inventé l'ennui en art, quoi. Voilà. Donc, on peut pas trop s'ennuyer devant un tableau, devant une performance, on peut s'ennuyer pendant 20 minutes, quoi. Voilà. Donc, On va prolonger. Aujourd'hui, alors, je voulais maintenant parler davantage des images, hein. Aujourd'hui, les images, ce qu'on pourrait appeler les images impatientes, celles que l'on stocke sur son portable ou que l'on poste sur les réseaux sociaux, sont si nombreuses qu'elles forment l'hypermarché des images, hein, pour reprendre et maximiser l'expression de Peter Sandy, dont il y avait une très belle exposition là, ou en tout cas une exposition qui pouvait être contestée, mais qui avait le mérite d'avoir lieu au Jeu de Paume. Ces images numériques qui gouvernent actuellement notre quotidien dialoguent avec les images patientes, hein, c'est-à-dire des images qui demandent un temps long d'élaboration, que pour ta part tu traites avec infiniment d'attention dans une activité manuelle. Comment fais-tu cohabiter les images patientes et les images impatientes? Et puisque tu produis le plus souvent tes propres images, quelle forme d'attention exige l'une et l'autre? euh, bon, ça c'est quand même compliqué. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des images patientes et des images impatientes alors déjà? ça, l'image patiente, c'est un truc que tu as inventé, que je trouve vraiment très très beau. C'est donc l'idée que, évidemment, que les peintres, ils font des peintures avec une certaine temporalité quoi qu'il arrive, et que ça n'a Voilà. rien à voir avec le flux d'Instagram, qui peut être, je sais pas, je crois que c'est 100 millions d'images par minute. Donc évidemment, ça a rien à voir quoi. Euh, Je pense que je pense que faire une image, ça peut être aussi, pour moi, des photographes plasticiens comme Gregory Crewdson ou Jeff Wall, ils font aussi des images patientes. En fait, des images qui Mhm. mettent du temps Bien. à construire, quoi, à être Tout à construites. fait. Et je pense que tout bêtement, c'est une question de densité, d'intensité du résultat, quoi. C'est-à-dire que on peut faire un flux d'images et puis d'un coup, le fait que ça soit fabriqué à la main avec attention et avec un côté performatif qui est le fait que il y ait quelqu'un derrière, il y a un individu et tout ça, fait que l'image elle est plus dense, c'est-à-dire qu'on va s'en lasser moins vite. Je suis pas sûr
accrocher une mauvaise photo d'Instagram sur son mur, ça va te nourrir dans ta vie, quoi. Là, il y a une charge dans la peinture que je trouve toujours impressionnante. Et enfin, moi, par exemple, j'aime bien faire des grandes reproductions de tableaux anciens chez moi, tout bêtement. Et Ah oui. je trouve ça incroyable à quel point c'est chargé, quoi, à quel point il y a de la densité dedans. Voilà. Euh, Après, sur le pourquoi faire des peintures comme ça, pourquoi faire Parce qu'il faut dire il faut pardon. dire à nos auditeurs que toi, essentiellement, les images que tu utilises, ce sont des images que tu as prises. Hein. Ouais. Ce ne sont pas des images que tu vas chercher comme certains, comme certains peintres aujourd'hui, qui vont chercher sur le net, dans le flux des images, une image qui les marquerait, qui le reprendrait ou qui le montrait autrement. Toi, généralement, tu passes d'abord dans les Par la lieux photo. Ouais, ouais. par la photo que tu portes sur ton écran et c'est ensuite à partir de cet écran que tu les reprends minutieusement. C'est bien ça? Oui, voilà. Enfin, pour moi, la photo, c'est comme un outil, c'est comme du dessin, en fait. C'est-à-dire, c'est comme des dessins préparatoires. C'est que je suis dans un endroit qui m'intéresse. Alors, soit j'ai voulu y aller, soit je me suis laissé porter et j'ai vu quelque chose d'un coup qui m'intéresse. Et je prends des photos en pensant à faire un tableau plus tard. Et, ça se fait comme ça assez simplement et naturellement. Et après, plus ça va, plus je retouche beaucoup sur Photoshop. Je rechange les optiques. On peut changer l'optique maintenant avec Photoshop ou des choses comme ça. Et donc, Hum. on peut modifier beaucoup de choses. Ça m'est arrivé de faire des tableaux où le paysage n'existait même pas, en fait, et je l'ai inventé avec des morceaux de photos, quoi. Et donc voilà, c'est plus, c'est comme des carnets de notes. Alors, et après, oui, je peins d'après iPad, mais ça a changé. Avant, je peignais d'après des choses imprimées. Mhm. Enfin, genre, j'imprimais tout bêtement. Et puis maintenant, l'iPad, en fait, ça change beaucoup de choses parce que on peut se balader, l'image devient plus abstraite, en fait. On peut se balader dans les morceaux de détails, revenir. Enfin, c'est pas le même plaisir, en fait. Et Et ça, donc, cette notion de détail que tu avais déjà beaucoup travaillé avec Hector Holbach quand tu filmais, tu crois que ça vient de là, ce moment précis? Parce que je ne sais pas si nos oui, oui, auditeurs, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas très bien, je pourrais montrer, voilà, ça c'est ouais. voilà, Ça, c'est une aquarelle qui une fait 15 sur aquarelle de 20. Ouais, Thomas. ouais. Il a fait tout un ouvrage avec Thomas Lévillane, Avec Aurélien, avec mélangé. Aurélien, Ouais, excuse-moi, ouais. avec Ouais, pas de Aurélien problème. Mélangé, pardon. Ouais, Et ça donc, devient c'est le livre le plus nostalgique de la Terre en ce moment, parce que évidemment, c'est voilà, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. un ouvrage sur la fête, oui. Et voilà, donc des images, beaucoup de détails, beaucoup de choses. Euh, Oui, alors un- ça, le détail, c'est un truc qui est, bah, ça, justement, pour le coup, ça vient vraiment de la peinture classique. C'est que, euh, j'essaie de retrouver du temps dans le tableau. Je trouve qu'il y a pas beaucoup, il y a pas tant d'artistes que ça qui travaillent comme ça. Enfin, il y a Jonathan Wateridge, Euh, mais il y a beaucoup de tableaux contemporains, je les trouve, ils sont très dans la présentification, c'est-à-dire une chose, un truc frontal, et puis voilà. Et moi, Mhm. j'aime bien l'idée d'essayer d'inventer des sous-tableaux, des morceaux qui aient des différentes ambiances dans le même tableau, que ça soit vraiment voilà, à la Poussin ou essayer de retrouver cette chose-là. Et évidemment, c'est Bruegel ou des choses comme ça. Évidemment, c'est très prétentieux, mais c'est quelque chose qui m'intéresse d'avoir un temps de peinture très différent. Et notamment, faire un peu une narration. Moi, j'aime pas trop la narration en peinture. Par contre, j'aime bien la narration plastique. Donc, ça m'est arrivé, par exemple, de faire. Il y a un de mes tableaux qui a pas mal circulé, qui s'appelle Vacances, où c'est un petit bonhomme qui est sur un rocher et d'un coup, il y a tout un paysage autour de lui. Bon, bah, il y a des temps et une petite narration de la peinture qui est que on s'approche, on voit d'abord de la nature. Ensuite, on voit le petit bonhomme sur le rocher et après, on voit qu'il est en train de regarder son portable et qu'en fait, il s'en fiche du paysage, de l'énorme paysage que j'ai peint. Bon, bah, en fait, cette narration-là, ça m'intéresse. C'est tant différent de la peinture, ça m'intéresse parce que ça charge encore une fois la peinture de différentes choses, quoi. Voilà. Et, euh, Et je rebondis vite parce que vas-y, vas-y. je suis un peu lent, mais alors je retourne à un autre truc que je voulais dire sur l'histoire de de la peinture et du champ. C'est que cette tension-là entre, on va dire, le concept et et la chair ou la peinture, j'ai l'impression que enfin, alors, je suis pas historien de l'art, donc je fais ce que je veux, mais j'ai l'impression que ça a toujours été la tension entre la couleur et le dessin, le côté artisanal et le côté art. Et il y a quasiment même que ça soit Vasari ou l'Académie royale de peinture en France,
ça a toujours été la tension, c'était est-ce que la peinture c'est une chose intelligente ou pas quoi. Il y a un Mhm. côté il y a un côté sale de la matière, il y a un côté et je pense que c'est presque enfin pour moi c'est presque aussi lié à notre rapport au réel, c'est-à-dire que on préfère pas laver les toilettes, on préfère pas prendre soin du monde et être dans le monde des concepts et tout ça. Et tout ce qui Mhm. serait matérialiste serait dénigré, quoi. Tout ce qui serait Mhm. matériel serait dénigré. Or, je pense que l'art, enfin, pour moi, la peinture, c'est vraiment l'art le plus matériel, c'est-à-dire qu'il joue au réel avec le réel lui-même, qui joue au monde des apparences avec le réel lui-même. Et ça, c'est moi le truc qui me plaît le plus, c'est vraiment le fait d'avoir à tripatouiller du caca toute la journée, en faire une image qui a une certaine intensité. Et c'est dans cette tension-là entre la matière moi j'appelle ça une matière qui rêve, mais une matière qui joue à être autre chose et la figure qui ressort, que ça reste vivant pour moi par rapport à la photographie ou un d'autres médiums. Donc, par exemple, là, il y a pas longtemps, on m'a raconté ça. C'était un critique d'art qui disait pourquoi il faut faire de la peinture aujourd'hui parce qu'on peut faire des prints de très très bonne qualité. Je suis complètement d'accord. Sauf que c'est complètement perdre le fait que l'enjeu principal et le plaisir principal du peintre, c'est quand même de partir de rien et dans cette bagarre avec cette matière, d'arriver à en faire quelque chose qui sera jamais exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire, c'est pas un concept, c'est pas d'un coup, il y a un jeu comme ça, une tension assez forte entre entre on va dire le projet ou la projection qu'il avait par rapport à son tableau et le résultat, parce qu'il y a encore une fois cette, on va dire cette humiliation de la matière, quoi. C'est pour ça que la peinture, c'est à mon avis extrêmement dur et extrêmement mental, parce que ça demande beaucoup beaucoup de méthodes pour arriver à un certain résultat. C'est pour ça que, par exemple, quand Macron dit qu'il va faire des projets pour les gens de moins de 30 ans, je suis un peu triste parce que 30 ans pour un peintre, c'est vraiment très jeune. Et moi, par exemple, très honnêtement, aux Beaux-Arts de Paris, j'ai passé 6 ans. Je pense que j'ai fait un tableau correct, quoi. Donc voilà, je dis ça. Je suis je suis pas du tout talentueux, mais il y a des gens qui arrivent à être plus efficaces, quoi. Mais voilà, je pense que vraiment un métier de vieux et que c'est un métier où c'est un métier très compliqué. Par exemple, quand j'ai fait du cinéma, j'étais très étonné de la facilité que j'avais à m'adapter à. Alors, c'est un peu prétentieux de le dire, mais bon, euh, je trouve ça beaucoup plus facile, quoi. Travailler avec des gens, voilà. Oui, c'est ce que dit Éric Troncy. Pendant longtemps, le critique Éric Troncy Ouais. ne regardait pas la peinture, puis il a fini par dire que, il y a quelques années, que là, il était beaucoup plus difficile de mentir avec la peinture et que Ah oui. on y voyait une puissance quand elle était réussie qui était rare. C'est ce qui fait que moi, de mon point de vue, la peinture reste un médium les plus intéressants. Tu as en partie répondu à ma question parce que je voulais te dire euh, qu'est-ce que la peinture active que les Ah autres oui. médiums n'activent pas. Mais bon, peut-être que Ça, tu as ça, déjà mais vu. moi, si, moi, j'ai une phrase un peu toute faite qui est un peu vieille d'ailleurs, mais que je crois toujours. C'est que ça me paraît être le meilleur médium pour parler de la banalité. C'est-à-dire de parler pour parler de l'événement qu'est le monde, de ce qui se passe quand il se passe rien, quoi, en fait. C'est-à-dire que on a quand même besoin de narration pour un film. Enfin, même en littérature, tout ça, il y a besoin de narration. Le côté fulgurant de la peinture, je trouve que c'est enfin, c'est le médium le plus fort pour donner cet aspect-là de la présence du monde comme ça. Alors c'est très, ça c'est Deleuze qui dit ça sur son Bacon. Là, il dit présence, c'est la seule chose qu'on pourrait dire sur la peinture finalement. Mais mais oui, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, quoi. Il faut que ça fasse, enfin moi, je trouve qu'une peinture, il faut que ça fasse un peu peur, quoi. Voilà. Il faut qu'il y ait un peu fantomatique. La première fois que l'on s'est vu, tu m'as donné un essai, tu es venu dîner, tu avais apporté un essai de Clément Rosset, hein, qui était Ouais. l'antinature. Et l'antinature, donc, dans lequel Clément Rosset avait cette thèse, il disait que l'idée de nature est une idée qui est en fait un écran qui isole l'homme par rapport au réel. Mhm. Et voilà. Et toi, comme tu travailles sur le réel, je voulais savoir quelle part la pensée de Clément Rosset prend-elle dans ton travail? Alors, bah ça, Clément
je l'ai rencontré aussi grâce aux Beaux-Arts. Mon prof d'atelier, c'était Joël Kermarek. Il nous parlait beaucoup de Clément Rosset. Et j'ai commencé à lire ses livres. Et d'un coup, Clément Rosset a écrit un livre qui s'appelle Route de nuit, où il raconte sa dépression. Et j'étais très, très malheureux parce que, en fait, la plupart des livres, notamment un livre que j'adore qui s'appelle La force majeure, raconte son rapport au réel et à la joie de vivre, quoi. Et donc, je suis allé lui demander des comptes. J'avais 19 ans, un peu arrogant. Et je suis allé lui demander des comptes à la fin d'une conférence en l'invitant à manger, à dîner, pour lui demander qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Voilà. Et il a gentiment accepté. Et je l'ai vu jusqu'à la fin de sa vie. Là, il est mort il y a 2 ans. Il venait à mes expositions et tout ça. Et c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi, notamment, je pense, parce que enfin, c'est un mystère. Des fois, on rencontre des écrivains comme ça et on a l'impression que c'est presque soi qui parle ou en tout cas il y a un côté évident comme ça. Et donc, il m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire dès qu'il citait une phrase, il cite beaucoup, beaucoup de littérature, beaucoup de philosophes et tout ça. Et dès qu'il citait un livre, en fait, je lisais le livre. J'ai lu le livre. J'ai dû lire tout ce qu'il a écrit au moins 3 fois. La bonne période, c'est la période des années 90. Donc, c'est Le principe de cruauté, La force majeure, Le réel et son double. Voilà, qui est vraiment, pour moi, des choses qui sont vraiment des livres vraiment importants. Et l'autre truc rigolo, c'est que lui, il n'avait rien à faire de la peinture. Ça l'intéressait pas du tout. J'ai jamais réussi à l'intéresser plus que ça. Lui, il adorait la musique. Mais en gros, si je voulais aller assez simple, il m'a apporté beaucoup de choses qui seraient de l'ordre de la libération, encore une fois. C'est-à-dire, euh, c'était quelqu'un qui était assez classique, qui était pas du tout dans l'innovation, on va dire conceptuelle, et qui était vraiment à regarder le réel, à s'en foutre de son milieu de philosophie et de parler plus de ce que c'est que le vivre, qu'est-ce que c'est que vivre en étant un homme, qu'est-ce que c'est que. Et donc je sais pas, il m'a amené avec tout ça avec un grand sourire. Et oui, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de décontraction, beaucoup moins euh, c'est quelqu'un qui peut parler de la tragédie de l'existence, de la difficulté de la vie et tout ça, avec une forme de frontalité qui, moi, me convient parfaitement. Et donc, oui, il a eu une énorme influence, je pense, sur mon regard, sur ma manière de voir le monde, et donc sur ma peinture. Et après, a posteriori, là, il y a 1 an, je me suis retrouvé dans un colloque sur Clément Rosset, justement, et les arts, et c'était vraiment marrant parce que je me suis rendu compte, par exemple, il a fait toute une théorie sur le regard alcoolique, et moi j'ai fait ces petites aquarelles de fête, et ça correspondait exactement. Mais évidemment que c'est passé sans que je m'en rende compte, enfin, sans que je sois là à me dire ah oui, alors donc il a écrit ça, donc je vais faire ça. Mais ça s'est fait très Mhm. naturellement. Voilà, ça passe. Enfin moi c'est une chose. Moi je lis surtout des essais, beaucoup moins, pas trop de littérature, mais beaucoup d'essais. Et j'espère toujours que ça passe d'une manière ou d'une autre dans la peinture après. Voilà, c'est une forme j'appelle ça l'intoxication volontaire, c'est-à-dire vraiment j'en prends plein, je m'informe de partout. Et après, ça s'incarne plus ou moins naturellement en passant par les affects aussi. Voilà. Et donc oui, oui, il m'a apporté beaucoup de choses et notamment aussi une forme de décontraction, encore une fois, sur un milieu en fait, parce que lui-même était, enfin pour moi, c'est le seul génie que j'ai rencontré de ma vie. C'était vraiment quelqu'un de génial. Et il était très isolé de l'université. Il était coincé à Nice. Euh, Là, moi, j'ai rencontré, il était là, il commençait sa retraite à Paris et vraiment, c'était un mec génial et il était pas dans le truc, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est un truc. D'ailleurs, c'est aussi comme Duchamp. C'est un truc que je trouve très important, c'est de savoir où est sa liberté, quoi. Duchamp, c'est quelqu'un qui a jamais bossé pour le pognon, qui a jamais rentré dans ces histoires-là, qui a toujours été on va dire, en lot, dans une forme de dandysme, libertarien très très beau, qui est peut-être la chose il a jamais voulu s'engager, quoi. Et ça, je trouve, c'est très, voilà, c'est très précieux. Et c'est ce même rapport au réel que tu entretiens avec Aurélien Bélanger, par exemple, ou ce moment aussi où on t'a demandé de faire des toiles pour le film La carte et le territoire, Ouais. l'adaptation de Welbeck qui devait se faire. Et j'ai vu des toiles dans ton atelier qui étaient des toiles qui représentaient un boucher. Enfin, je me souviens plus très bien, mais des Ouais. choses très simples, hein, c'est ça. Oui, alors ça, c'est l'échec numéro 795 de ma vie. C'est, c'est, on, c'est un réalisateur qui devait faire l'adaptation au cinéma de La carte et le territoire de Michel Houellebecq et il m'avait demandé de faire les tableaux en avance pour le film parce qu'il savait que les tableaux allaient se faire plus lentement que le film.
Finalement, il n'a pas réussi à monter le film, et donc moi j'ai réussi à faire les tableaux. Et donc j'ai des tableaux un peu bizarres qui sont comme des tableaux de commande. Mais moi j'aime bien la commande parce que comme c'est je m'intéresse au réel en général, bah, ça m'intéresse d'avoir à essayer de à toucher des nouvelles textures, des nouvelles matières. Donc là par exemple j'étais très content de peindre un steak haché, ce que j'aurais jamais fait tout seul, et j'ai eu vraiment du plaisir fou à peindre le steak haché quoi. Voilà. Et oui, sur l'histoire de Welbeck, bah faut remettre les choses un peu dans le contexte, parce que là, c'est. The Euh, Welbeck mélangé, il Non, y a non, quand non, oui, oui, j'arrive. Avec Hector, avec Aurélien, on est devenus amis autour de Welbeck. Je pense que c'est. Moi, j'aime beaucoup moins Welbeck maintenant, mais je pense qu'à l'époque, c'était même des gens comme Philippe Meuret qui ont été récupérés par la droite. Alors que je pense que c'était pas quelqu'un d'autant de droite que, que les gens qui l'ont récupéré. C'était une forme de négativité dans la réalité. C'est une forme de cruauté, de tragique de l'histoire qu'on voyait pas qu'on voyait nulle part ailleurs en fait. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu une tension assez forte entre ma vie intime qui était assez compliquée, voire tragique, et la manière dont le monde se représentait lui-même, qui était on était dans une ambiance, c'est la fin de l'histoire à la Fukuyama, zéro no alternative, le libéralisme a gagné, et voilà, tout est réglé les cocos. Bon, évidemment, là, ça va un peu mieux. On va pas se mentir. Là, au moins, ça ressemble un peu plus à ma vie intérieure, le monde extérieur. Mais oui, donc, d'un coup, ces auteurs-là, qui sont un peu des auteurs de la négativité, étaient une forme de libération aussi, pour se dire, bah oui, la vie, c'est dur. Oui, il y a du tragique. Oui, il y a de la mort. Par exemple, moi, je reste complètement consterné aujourd'hui. Je crois qu'il y a 27 000 morts en France. Bah, il n'y a pas de représentation de ça. Là, à cause du Covid, il y a 27 000 morts. Moi, même. j'ai pas vu une image qui raconte ça. Une image de télévisée, c'est invisible. Les EHPAD où des gens meurent, c'est invisible. Les vieux, on en montre très très peu parce que c'est des vieux, quoi. Donc voilà. Et ça, et je pense que c'est encore une fois, c'est pas croire aux images. Enfin, je pense qu'on ne pense pas assez aux images dans notre société, quoi, parce que je pense que c'est beaucoup plus fort que ce qu'on croit. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est. Et c'est pour euh, cela que tu peins, Pardon. tu peins ou tu dessines la réalité sans jamais paraître la déformer, tu vois, de manière apparemment très classique aussi. Et c'est pour cela que tu la respectes, tu la malmènes pas. Tu aurais pu faire de la bad painting. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est mon truc. Hein. Après, je comprends qu'il y a d'autres gens qui veulent faire s'exprimer, dire. Moi, j'aime bien faire. Alors, en tant que peintre aujourd'hui, on est un peu obligé d'être dans la posture romantique parce que on va dire sociologiquement, on est obligé d'être dans une posture romantique. Mais pratiquement, moi, je serais plus dans une posture classique qui serait de dire voilà le monde et de pas me mettre en avant, quoi. Oui. Sachant que le peintre romantique dirait voilà comment je vois le monde et mettre ça. Oui, oui. Donc après, le style, je pense que ça se fait un peu tout seul et qu'on le, on le choisit. Enfin, si on le choisit pas, on le choisit déjà. En fait, il y a la vie aussi. Enfin, Et là, il y a quand même une très grande cohérence entre ta façon de représenter le monde et la philosophie ouais, oui. de Clément Rosset, celle d'Aurélien Bélanger, qui est dans Mais c'est une façon un, très descriptive des choses, qui ressemble parfois à des notices de Wikipédia, tellement ouais. c'est précis, cette Bah, Clément du Rosset, il a fait descriptif un, oui, grec, oui. voilà. Clément Rosset, il a fait un livre qui s'appelle Les démons de la tautologie, où il raconte que justement à quel point la meilleure moyen de raconter le monde, c'est de dire que A égale A, quoi. Voilà. Mhm. Et qu'après, tout ce qui est, il y a une espèce de frontalité comme ça qui peut être intéressante. Et la question, c'est pourquoi on n'arrive pas à l'absorber. Alors en peinture, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je me sens pas si proche d'Aurélien. Aurélien, il a un côté pas affectif que moi, je pense avoir. C'est-à-dire qu'il a un côté pas psychologique que moi je pense avoir dans mes portraits, des choses comme ça. Je suis peut-être plus cœur, plus gros cœur que lui, quoi. Mais non, mais voilà, plus nunuche. Mais oui, et même d'ailleurs, ça m'intéresse l'affectif dans l'art contemporain parce que c'est une chose d'ailleurs, oui, enfin, c'est une chose qui n'existait pas du tout dans les années 2000 et tout ça. C'est le côté affectif des peintres contemporains, même les générations d'après. Je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont plus nunuches, plus gentils, plus doudous. Qu'on n'aurait jamais pu se le permettre. Enfin voilà, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et, Mais oui, oui, alors je retourne juste sur le ouais. côté froid. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer de faire des images un peu symptômes, d'être faire une image qui d'un coup est juste, quoi. Voilà.
Et donc oui, c'est pas forcément, ça passe pas forcément par un monde, un univers personnel fort qui impose quelque chose. Je pense aussi que c'est dû au fait que, comme j'ai vu beaucoup de peintures anciennes, moi je trouve que ce qui n'a pas vieilli dans la peinture ancienne, c'est le réel. C'est-à-dire, c'est le Mhm. fait que le monde des apparences est toujours le même, ce qui reste complètement fascinant. C'est-à-dire que on peut voir un même ligne et il a la gueule de votre voisin, quoi. Et ça, cette continuité du réel, je trouve que c'est quelque chose enfin, les invariants de l'existence, c'est quelque chose qui moi m'intéresse énormément. Donc, par exemple, bon, c'est mon exemple type, mais moi, je peins des gens qui regardent des portables et qui s'en foutent du réel. Bah, Mhm. il y a Fantin Latour peignait des femmes en train de lire, et on appelait ça le bovarisme. Et c'était le fait de se plonger trop. Donc, voilà, on a toujours eu il y a toujours eu des invariants dans l'histoire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de retrouver quelque chose de l'invariant dans le contemporain, quoi. Voilà. Et, D'avoir parce qu'il y a presque une forme d'hyper-réalisme chez toi, et on le retrouve aussi dans les nombreuses scènes de sexe que tu dessines. ouais. Quel rôle joue la sexualité dans ton corpus? Et ben, c'est important. C'est Je peux montrer un C'est peu, c'est voilà, quelqu'un qui vas-y. m'a dit comme ça quelqu'un m'a dit que Bernard Arnault, il voulait bien, il collectionnait des œuvres, il voulait acheter toutes les œuvres sauf le sexe et la mort. Donc pour moi, il voulait pas acheter l'art, quoi. Voilà. Enfin, il veut pas acheter de l'art. Oui, la sexualité, c'est important parce que c'est la sensualité, c'est le plaisir charnel de la peinture. C'est encore une fois, il y a peu de métiers qui sont aussi charnels que celui de peintre, hein. On passe notre temps à frotter, à avoir des matières, à devoir caresser des surfaces. C'est très agréable comme métier. Et là, sur la série de webcams que j'ai faite, c'était aussi une manière encore une fois, de proposer une contre-proposition à tout le flux d'images dont tu parlais. C'est-à-dire que je trouve que c'est un impensé total de notre société. Et je crois que c'est là, la porno sur Internet, c'est 40% de la consommation de toute la bande passante. C'est énorme. Et je veux bien qu'on réfléchisse à MeToo et à toutes ces choses-là, mais si on montre du porno aussi vulgaire et aussi violent à des gamins de 8 ans, bah ça sert à rien en fait, parce que c'est la répétition. Enfin, encore une fois, c'est pas croire à ce que fait une image. Une image, ça montre un modèle, ça implique un effet mimétique, et d'un coup, on se retrouve à avoir une sexualité extrêmement violente et extrêmement pas intéressante, quoi. Et donc oui, les webcams, c'était une manière de soigner, sur mon petit côté, j'essaie de soigner le monde en montrant une sexualité qui est plus joyeuse, qui est plus heureuse, qui est plus libre, qui est plus variée, qui peut être triste et gaie, qui peut être marrante, qui peut être inventive. Enfin voilà, j'ai jamais vu un film porno où il y a un homme qui met son zizi sur l'épaule d'une femme. Enfin voilà, c'est que des choses comme ça, et je trouve qu'il y a une richesse d'un coup dans l'intimité des gens que je trouve assez merveilleuse, quoi. Voilà. Ça, c'est juste des gens qui montrent leur vie sexuelle sur Internet en direct, mais sans se rendre compte, ils donnent quelque chose de très précieux, quoi. Enfin, à mon sens. Tu veux dire de l'affect, de l'intime, mais depuis peu, tu as quitté quand même, enfin, tu t'es éloigné de cette sphère de l'intime qui était quand même la sphère la plus présente, puisque tu peignais des scènes de fête, enfin, où tes intimes, tes proches. Et Ouais. je sais que tu allais à Tchernobyl et que tu as même organisé à la Villa Médicis toujours une réflexion sur voilà, le réchauffement climatique. Enfin, ce sont des questions que tu as prises en compte et tu es allé jusqu'à séjourner à Tchernobyl, où tu as rapporté beaucoup d'images, je crois, hein. Oui, alors ça, alors, comme j'en parle pas beaucoup encore, je suis pas hyper calé. Euh, Mais qu'est-ce qui en, fait en que tu as eu fait, non, mais besoin en fait, d'éclaircir? voilà, non, mais le réchauffement climatique et toutes ces histoires-là, moi, je regardais ça de loin depuis très très longtemps. Notamment un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, qui a écrit un livre qui s'appelle Pour un catastrophisme éclairé, que j'ai lu, que c'était après le 11 septembre, que j'ai lu juste après, enfin c'était en 2002, je crois. Et voilà, et j'y croyais pas vraiment. Et puis, j'y croyais pas vraiment, c'est-à-dire que je n'avais pas intégré dans mon travail cette chose-là. Et puis, plus ça va, je trouve que les signaux sont quand même très au rouge. Et là, j'étais à la Villa Médicis pendant un an l'année dernière, et j'ai eu le temps de lire des livres, de m'informer, ce qui prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes.
il y a beaucoup de choses qu'on peut pas croire non plus parce que c'est des gens pas, qui sont trop excessifs. Il y a beaucoup de choses. Enfin, voilà, faut prendre le temps de faire le tri. Et j'avoue que j'ai été convaincu. J'ai été convaincu que c'était vraiment grave et que c'était vraiment historique et que c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire que enfin, je pense qu'on est vraiment, on se rend pas compte à quel point ça va être compliqué les prochaines années et à quel point on est à un moment dingue de notre histoire, quoi. C'est-à-dire que vraiment, et pour moi, c'est la tragédie est au-dessus enfin, est au-dessus de beaucoup, beaucoup de tragédies humaines, quoi. Puisque la question, c'est comment on va faire pour respirer, pour vivre dans un monde qui va peu à peu ressembler à une étuve, quoi. C'est-à-dire avec beaucoup plus d'humidité et beaucoup plus de chaleur. La question qui s'est passée, c'est que moi, ça fait 2 ans que là, je vais faire une exposition dessus à la rentrée à la Galerie Philippe Calvert. Et je suis quasiment pris de court parce que, par exemple, je suis allé à Tchernobyl parce que je voulais peindre le mal invisible. Donc, je suis allé à Tchernobyl pour voir ce que c'était qu'un paysage radioactif, qu'est-ce que je pouvais en faire ou quoi que ce soit. Et puis d'un coup, on se retrouve quand même, je suis obligé quand même de porter un masque dehors pour aujourd'hui parce il y a le Covid, quoi. Donc voilà, je suis complètement pris de court. Là, pendant le confinement, moi j'étais malade du Covid comme un chien et j'avais devant moi des tableaux pas finis de la forêt de Tchernobyl qui était en train de brûler alors qu'elle était en train de brûler. Donc voilà, je me sens un peu complètement pris de court. Et oui, ça m'intéresse là-dedans parce que c'est encore une fois, je pense que qu'est-ce qui fait. Alors j'ai une vision très Clément Rossettienne de la chose, alors que lui-même, pour en avoir reparlé avec lui de l'écologie, ça m'intéressait pas du tout, encore une fois. Mais je pense que qu'est-ce qui fait qu'on en est à cette situation-là, c'est qu'on ne voit pas les éléments réels du réel, Mhm. c'est-à-dire la finitude du monde. Quand Bruno Latour parle des 15 kilomètres d'épaisseur de la planète Terre, dans lequel c'est vivable, je pense que c'est le cas. Quand quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici explique à quel point c'est un miracle énergétique, le monde dans lequel on vit, je trouve ça vraiment très intéressant. Et quand même Philippe Ram récemment a parlé du fait que le fait qu'il n'y ait pas de virus, c'était le fait qu'il n'y ait pas de virus qui circule aussi fort, c'était l'exception et que le monde d'avant, il y a toujours eu des virus qui circulaient. Enfin voilà, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais comment tu Euh, les traduis alors Bah picturalement? justement, là, je raconte tout ça. Voilà. Et donc là, la question, c'est que je me suis beaucoup, beaucoup informé et tout ça. Et là, j'essaie de trouver bah, justement des images symptômes de ce que ça pourrait être. Alors, je sais pas si j'ai réussi ou pas parce que j'ai pas encore fini l'expo et je suis encore Des images que dedans. tu prends toi-même encore, hein, une fois. Voilà, ouais, ouais. Ou Et ce bah sont donc des là, images, bah, tu vas non, chercher des images aussi sur le net, non? non, c'est toujours des images que je vais chercher moi. Donc, par exemple, oui, ça m'intéressait beaucoup d'aller à Tchernobyl pour vivre la chose, pour vivre ce que c'est que cet espace. Et évidemment, évidemment que c'est complètement décevant, Tchernobyl, il n'y a rien à voir. C'est tout petit, c'est tout nul, c'est rien du tout, quoi. Et c'est trop génial de voir ça, de voir à quel point ça a pu bouleverser un pays, que d'un coup, il y a 5000 kilomètres qui sont, on peut rien faire dedans. Et c'est rien, c'est une toute petite, une centrale nucléaire, c'est tout petit, c'est minuscule, quoi. Et donc là, par exemple, ils ont fabriqué la plus grande truc de protection, c'est fait par Vinci, c'est fait par des Bouygues, qui est une espèce de truc à roulette, une cloche de verre, une cloche à fromage à roulette qui va être qui est au-dessus de la centrale qui a explosé parce qu'il y a encore il y a encore Qui, de, qui sera une sorte de sarcophage. voilà, qui est un sarcophage qui va durer que 100 ans, Mhm. sachant que l'irradiation va durer 10 000 ans. Donc voilà, enfin, voilà, donc c'est des choses. Voilà, je suis dedans. Je sais pas comment je vais m'en sortir. C'est très là pour l'instant, je suis encore dans un mode très oppressé. Ça peut être, mais c'est intéressant parce que c'est encore une fois, je pense que c'est la vérité quoi. Voilà, c'est la vérité d'aujourd'hui. Donc après, ça peut être énervant de voir que, je sais pas, par exemple, on donne 7 milliards dans la reconstruction aujourd'hui, on donne 7 milliards d'euros pour les avions pour Air France, sachant que ça détruit le monde quoi. Donc faut choisir. Mais, Et mais je pense que là, voilà. Et non, mais alors pour revenir, oui, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je ne sais pas si moi j'y arriverai, hein, mais je pense il faut y arriver. C'est à faire croire ce qu'on sait. Voilà. C'est-à-dire, c'est une phrase de Dupuis qui dit on ne croit pas, on ne croit pas en ce qu'on sait. Et l'art à ce moment-là peut servir à faire croire. Alors c'est pas être autoritaire, c'est pas dire la vie c'est comme ça, c'est pas être écologiste parce que je pense que c'est pas le bon, enfin pour moi c'est pas le bon discours l'écologie. Le bon discours c'est la survie,
c'est de dire à tout le monde, bah oui, la question c'est de comment on va avoir pas que des canicules tous les étés, comment on va avoir des saisons, enfin voilà. Et tout en sachant très bien que c'est déjà tragique parce que c'est déjà fini. C'est-à-dire que par exemple, si on a eu 3 canicules l'année dernière, on peut être certain d'avoir des canicules de ce type-là jusqu'à la fin de notre vie. Et la question c'est est-ce que ça va empirer ou pas? Et Donc, les images que ça produit pour toi, tu vas les relier à l'histoire du paysage parce que c'est quelque chose qui était ouais, déjà très présent. Ou est-ce que tu vas à nouveau être dans le détail, c'est-à-dire bah, une excroissance animale ou de fleurs qui serait ou végétale qui serait, tu vois, une anomalie. Comment tu la réinterprètes cela? Toujours dans l'intime ouais, ou oui. voici tu passes à une plus grande extériorité? Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une tension chez toi entre l'extériorité et l'intime dans ta pratique picturale, je Ouais, veux dire. ouais. Bah, la manière dont je me suis pris dans le. Tu te l'appropries, voilà. Ouais, ouais. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le côté auteur, autoritaire, le côté humain, même le côté humain m'intéresse de moins en moins. C'est-à-dire le côté, j'ai envie de désanthropocentriser ce que je fais. Donc ça Mhm. peut être dans la manière ça peut être dans la manière de composer. euh, et après, c'est vrai que moi j'ai cherché justement dans l'histoire de l'art des histoires de paysages, que ça soit. Enfin, il y a eu des peintres qui prenaient soin du monde. Je pense à Constable qui a passé un an à regarder les nuages et à étudier les nuages. C'est complètement fou de se dire que pendant un an, il a étudié que des nuages, quoi. Je trouve ça magnifique, hein. Il y a Poussin qui voulait faire un beau idéal et quasiment le monde de Dieu, et d'un coup, il fait une nature idéale comme ça. Et oui, je pense je pense aux peintres romantiques qui faisaient d'un coup la catastrophe en face de soi, qui peut être d'un coup assez agréable à vivre parce le spectateur est toujours en dehors. Et là, moi, j'essaie de faire des paysages où la catastrophe est là et qu'elle est peut-être invisible, mais qu'en fait, elle est là. Voilà. Enfin, je sais pas, j'essaie de trouver ce truc-là. Et il y a toujours Et par contre, j'aime bien essayer d'avoir une tension qui est pénible à vivre d'ailleurs, qui est entre le fait de montrer quelque chose d'assez banal, d'assez triste, finalement, le sujet est assez triste, et de garder une intensité de plaisir à représenter cette chose. C'est-à-dire de garder quand même de la joie au monde, quoi. Parce que sinon, on est mort, là. Si en plus on est déprimé. Enfin, voilà. Et donc, j'essaie de trouver cette tension-là entre par exemple, là, j'ai peint Auschwitz, l'entrée d'Auschwitz, et ben, je veux garder cette intensité de plaisir à peindre le bois, à peindre les matières, à peindre l'air, peindre le ciel et tout ça. Et aussi, pourquoi pas, le plaisir cruel à montrer l'indifférence du monde face à la situation. C'est-à-dire que, par exemple, à Auschwitz, oui, j'y suis allé aussi, il y a un grand sol pleureur magnifique qui est très en forme. Et on peut se dire que bah, la nature, elle gagne dans ces histoires-là, quoi. Enfin, voilà. Elle s'en fout et elle gagne. Voilà. Elle a pas il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de projection et tout ça, quoi. Et cette cruauté-là, ça m'intéresse beaucoup, quoi. Et encore une fois, c'est aussi une manière de se poser la question de qu'est-ce que c'est. Enfin, je pense à par exemple des écologistes comme Nicolas Hulot qui disent que là, ils parlent du Covid en disant oui, voilà, la nature nous a prévenus, quoi. Bon, bah, ça, Mhm. pour moi, c'est autant dire Dieu nous a prévenus, ça ira plus vite, quoi. C'est-à-dire, c'est une manière de voir le monde qui me paraît, euh, c'est faire des graves erreurs si on commence à être moral ou à commencer à avoir un surplomb. Au contraire, moi, c'est ça que j'essaie de faire en peinture, c'est que la grande froideur, la grande tristesse, c'est qu'il y a personne, il y a rien, c'est vide, il y a Oui, que ça, il y a oui. que le chaos. Et bah, il faut le représenter, quoi. C'est-à-dire, je pense à quelqu'un comme Philippe de Champagne, il y a des tableaux où il représente vraiment c'est proche quand on parle de pensée en peinture, c'est assez proche de Pascal, et il présente une froideur que je trouve, qui est beaucoup qui est fulgurante et qui prend 2 secondes à voir plutôt que lire tout Pascal, quoi. Voilà. Et pour reprendre la formule de Clément Rosset qui s'est débarrassé de Dieu, enfin de la Ouais, formule de Nietzsche, hein, qui s'est débarrassé de Dieu et même de son ombre, c'est pour ouais. ça que toi, tu as fait dernièrement une gigantesque série avec de très grands formats, enfin gigantesque, fait beaucoup de, oui, énormément de dessins en très grand format au fusain. Il y a ce côté noir et blanc que tu voulais mettre en place ou c'est une autre approche, c'est plutôt une histoire sensuelle. Est-ce que je fais un contresens? Non, Pourquoi? bah, ça, c'est encore une fois, c'est pourquoi on fait les choses. Là, donc, c'était pour Drawing Now qui a été annulé, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Et c'était, c'était la première fois que je faisais un accrochage sur mesure. Donc, ça avait bien mal m'en a pris. Et en fait, j'ai fait un grand format géant du Bosco de la Villa Médicis. Donc, c'est un endroit magnifique, qui est la forêt, en fait, interne à la villa.
Et ce qui est intéressant aussi là, ce qui m'intéressait aussi, c'est que pour moi, c'était une forme de nostalgie parce que c'est un lieu qui est vraiment magnifique et très très beau à dessiner. Mais c'est aussi un lieu qui est en train de disparaître parce que les arbres sont malades et que le vent a augmenté sur Rome depuis un certain temps et que quand moi j'y étais à la Villa Médicis pendant un an, alors qu'on organisait cette espèce de symposium Reconstruire le regard, et ben, il y a eu deux pins parasols qui sont tombés. C'est des pins qui avaient 250 ans. Mhm. Et dans ce bosco-là, il y avait 15 arbres qui sont tombés, quoi. Voilà. Mhm. Et donc là, la question, c'est évidemment que les arbres, ça tombe et que évidemment les arbres, ça vieillit et tout ça, mais là, c'est la question de l'accélération, quoi. Et donc là, moi, j'avais quelque chose enfin, ça m'intéressait de dessiner quelque chose qui n'existerait plus. Donc il y a ce truc-là, évidemment. Et puis en plus, c'était avec du fusain, donc c'est du bois brûlé. C'est assez primaire, mais c'est quand même du bois brûlé aussi. Et c'est tombé pile poil au moment, évidemment, où l'Australie est en train de brûler. Mhm. Où là, par exemple, parce que ça, c'est des. Alors évidemment, je donne des chiffres et c'est pas très artistique, mais là, il y a la baisse de production agricole en Australie, c'est 66%, quoi. Donc, comment ils font s'ils ont trois incendies comme ça sur 10 ans pour pouvoir arriver à se nourrir? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est des choses comme ça où je suis un peu en tension. Parce que ce Euh, qui est très étonnant, c'est que tu es passé donc d'une période extrêmement intimiste à une période beaucoup plus ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? mais intimiste, je sais pas parce que c'est le. Parce qu'auparavant, il y avait déjà cela et je ne l'avais pas vu. C'est, bah moi j'ai toujours peint enfin j'ai toujours peint j'ai peint des gens dans les C'est, hôpitaux, oui. j'ai peint des gens morts, j'ai peint là je pense j'ai fait une plage où d'un coup il y avait des traces de pneus du camion qui nettoyait la plage dessus. Enfin j'ai toujours été j'étais sensible à ça un peu. J'ai fait un tableau qui s'appelle Devant Kiefer où c'est pour moi je questionne un peu l'esthétique du décombre de la chose, du nihilisme comme une chose esthétique, parce que c'est voilà, c'est un problème que j'ai, c'est que je trouve que la vie, c'est plus fort, quoi. Mais, euh, mais je pense qu'on peut, c'est la question de l'art, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas ne pas faire, quoi. Voilà. C'est-à-dire, Mhm. moi, je suis dans le je ne peux pas ne pas. Et là, le je ne peux pas ne pas, c'est je ne peux pas ne pas parler de ça ou travailler là-dessus ou réfléchir à ça, quoi. Voilà. Donc, que ça me déplace un peu. Moi, ça m'a toujours intéressé de me déplacer. C'est-à-dire que je pourrais faire des aquarelles de fête pendant 15 ans et voilà, faire une. Mais ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est d'avoir un rapport vivant à l'art et de pas être un faiseur et de passer d'un truc à l'autre et d'une texture à l'autre. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de peindre de la neige. Bah, c'est la première fois que je peignais de la neige. C'est trop intéressant, quoi. Voilà. Et donc, c'est peut-être un défaut stratégique parce que d'un coup, je fais comme je passe d'un truc à l'autre, je suis un peu moins repérable et je suis un peu moins, alors, je suis clairement moins commercial, mais je suis moins repérable comme une identité et tout ça. Mais par contre, je pense que c'était plus intéressant au final et on s'ennuie moins, à mon avis, quand on fait l'expo à la fin, quoi. Tu Voilà. sais, Thomas, Ouais, pardon. Thomas, je te remercie parce qu'il nous reste plus qu'une minute. Ah, ok. Parce que le format Instagram direct, c'est 1 heure. Donc, je voulais remercier tous ceux qui ont suivi cet entretien. Et puis, donc, ton actualité, ce sera. Est-ce que Alors, tu as. oui, le 3 Oui. septembre, Galerie du Calvaire. Je ne sais pas s'il y aura un vernissage, mais il y aura une expo pendant 2 mois. Bon, donc on se reverra tous là-bas. Et merci.